Je suis resté dans la carrière diplomatique 17 ans environ, en commençant en 1945. Je ne vais pas retracer les étapes d'une carrière somme toute banale. J'ai été donc deuxième secrétaire en Bulgarie, adjoint au directeur d'Europe pour les affaires de l'Europe de l'Est à Paris, premier secrétaire et conseiller à l'ambassade de Berne, porte-parole à la délégation des Nations Unies, un bref séjour à Londres, consul général de France à Los Angeles, le seul poste consulaire que j'ai occupé, chargé d'affaires en Bolivie, mais je vais simplement, dans ces souvenirs que j'égrène devant vous un peu au hasard, par association d'idées, je vais simplement évoquer donc quelques épisodes, soit amusants, soit typiques, soit caractéristiques. La première expérience était celle de la Bulgarie, où c'était à la fois un régime communiste et une monarchie. Il y avait encore la monarchie, un conseil de régence, et le pouvoir était aux mains du Parti communiste, présidé par le légendaire Dimitrov, celui qui s'est comporté avec tant de courage lors du procès de l'incendie de Reichstag, où il est figuré parmi les premiers accusés. C'était passionnant de voir le passage passionnant et triste d'un pays, d'un État de pseudo-démocratie monarchiste à la dictature totalitaire du type stalinien, puisqu'on était en plein Staline. Et j'y ai perdu un ami, dont j'évoque ici le nom, Petkov, qui était le président de l'Alliance française et qui a été pendu, parce que c'était la mode stalinienne à l'époque, comme ennemi du peuple, suivi d'ailleurs plus tard par un personnage communiste très important, Kostov, au moment des purges, qui a été pendu également. Quand j'avais pour chef un Français libre aussi, le ministre Jacques-Émile Paris, mort depuis, et il m'est arrivé, pendant ces 2 ans de Bulgarie, quelque chose de très amusant et de typique, et qui peut fournir un enseignement à mes jeunes collègues diplomates dans la carrière. J'ai été objet d'une tentative de chantage en vue de me recruter comme espion. Ne nous gênons pas, je suis maintenant un monsieur retiré des affaires, donc je peux parler un peu très franchement. J'avais rencontré une jeune femme et j'étais devenu, comme on dit, son amant. Plus exactement, j'avais fait l'amour avec elle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis un beau jour, je suis arrêté dans la rue de Sofia par 2 messieurs qui me disent « Monsieur, écoutez, vous êtes Romain Gary, oui, nous avons trouvé là des photos qui vous concernent. Nous voulions vous les rendre. » Et ils me montrent des photos où je suis tout nu, avec la jeune femme en question toute nue également, dans une position qui n'est pas difficile à imaginer. Et j'ai dit « Ah, oui, en effet, rendez-moi les photos. » Ils me rendent les photos. Ils me disent que vous voulez prendre un verre avec vous. On va dans un bistrot, l'équivalent bulgare de bistrot. Et ils me disent évidemment, nous pourrions également récupérer les négatifs, mais il faut que vous, donnant, que vous nous rendiez des services. Alors je demande quel service. Et ils me disent, si vous pouviez nous donner communiquer le code de l'ambassade de France, le code secret. Autrement dit, une chantage direct, ou bien on publie vos photos dans la position que vous savez, ou bien. Alors je leur dis, moi je venais de sortir de l'aviation, et vous savez, j'ai eu un passé, ainsi comme ceux qui ont écouté ces émissions le comprennent, assez dur. J'ai été formé à une école assez dure, j'ai connu la violence sous toutes ses formes, et je ne cède pas facilement. Alors je leur dis, écoutez messieurs, on pourrait peut-être s'entendre, mais je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez photographié là, si je puis dire, inutile de vous dire que la jeune femme en question était un agent de la milice, vous m'avez photographié à la fin, si vous voyez ce que je veux dire par là, et dans la photo, je n'ai pas l'air avantageux. J'ai vraiment l'air, du point de vue de la virilité, très piètre. Si vous diffusez cette photo, on ne saura pas que c'est à la fin, on croira peut-être que c'est au commencement,
que je ne défends pas très bien l'image du français, surtout du représentant de la France à l'étranger, même dans ce domaine-là. Alors on va peut-être s'entendre. Vous allez me donner une deuxième chance. Nous allons choisir une autre jeune femme, de préférence la fille de votre ministre de l'Intérieur, qui était une ravissante blonde. On recommence le tout. Vous êtes dans la chambre, vous me photographiez entièrement, mais pas ces photos-là. Moi, ils ne me font pas honneur, je ne suis pas à la hauteur. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour recommencer? La discussion avait lieu en russe. Ils étaient, d'abord, vous savez que c'est, d'une certaine façon, ils sont très puritains. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils croyaient que j'allais céder sous menace de publication de cette photo. Ils étaient complètement liquéfiés, décomposés, et ils bégayaient, ils ne savaient pas quoi répondre. Alors j'ai dit, écoutez, j'insiste, absolument, j'exige de recommencer et de poser pour vous, encore une fois, pour voir ce que je peux vraiment faire. Parce qu'à mon âge, représentant la France à l'étranger, j'ai une réputation à soutenir que vous connaissez. Ils ont bégayé quelques mots, ils sont levés, ils sont partis en me laissant d'ailleurs payer l'addition. Je suis revenu à la légation de France et j'ai mis la photo sur le bureau de mon ministre, Jacques-Émile Paris, en lui disant voilà. Jacques-Émile a regardé ça, il a rigolé, il a dit écoutez, moi j'aurais cru que vous feriez mieux, vous, un aviateur. Et ça s'est arrêté là. Mais de très nombreux diplomates ont été piégés de cette façon-là. Hétérosexuels et beaucoup d'homosexuels aussi, surtout, et qui ont cédé à ce chantage. Moi, j'en ai plus jamais entendu parler de ces photos. Il doit y avoir quelque part dans les archives ces négatifs que j'aimerais bien retrouver à titre nostalgique. Ça m'est arrivé une deuxième fois, alors que j'ai été nommé porte-parole à la délégation des Nations Unies, porte-parole de la France. Au cours d'une réunion très importante du Conseil de sécurité, il y avait mon collègue, mon homologue soviétique, M. Titov, qui se précipite à l'improviste sur moi. On pensait à autre chose. Il me dit dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire très vite, j'en ai besoin combien d'avions l'Angleterre a-t-elle vient de chasse l'Angleterre vient de livrer à l'Allemagne fédérale, croyant m'avoir sur l'effet de surprise que j'allais le dire. Et évidemment, après, si j'avais dit, il aurait pu me dire après, par la suite, ah mais si vous ne m'informez pas davantage, je dirais que vous m'avez fait, vous voyez l'engrenage. Et ça se passait en russe, alors je m'excuse auprès des téléspectateurs qui savent le russe, je les regardais dans les yeux, et je vous demande pardon de l'expression, mais comme la majorité ne le comprendront pas, je lui ai répondu littéralement « Ubirайся кибини матери на легком катере ». C'est très insultant, tous ceux qui savent le russe le comprendront, je l'ai envoyé, comme on dit, C-H-I-E-R, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Je racontais cela également dans La Nuit sera calme en donnant son nom. Ça n'a pas dû faire beaucoup d'effet, parce qu'il y a 3 ans, j'ai lu dans la presse, comme vous tous, que M. Titov, toujours sous le même nom, a été expulsé de Norvège où était le chef de l'espionnage soviétique. La période la plus marquante de ma carrière diplomatique, d'abord l'attachement que j'ai eu pour un ambassadeur mort, Henri Opnaud, qui était mon ambassadeur à Berne, et aux Nations Unies, la période la plus marquante a été celle des Nations Unies. À Berne, je m'ennuyais tellement que j'ai envoyé un télégramme à Bidault en disant que la météo signale aujourd'hui qu'il va neiger dans 3 jours sur Berne. Je laisse à votre Excellence le soin de tirer de cette information toutes les implications qu'elle comporte. Bidault a déclaré « il est fou, envoyez-le chez les fous ». C'est-à-dire, dans son esprit, c'était les Nations Unies. J'ai été nommé aux Nations Unies porte-parole de la délégation française, qui fut pour moi une expérience inoubliable, à la suite de laquelle j'ai publié d'ailleurs un livre sous pseudonyme à l'époque de Fosco Sinibaldi, qui s'appelle L'homme à la colombe, qui est une satire des Nations Unies. Aux Nations Unies, j'ai été pour la première fois confronté avec l'hypocrisie, le mensonge, la recherche des alibis et le contraste complet entre la réalité des problèmes tragiques du monde avec les pseudo-solutions qu'on leur apporte. Je ne critique pas, je ne condamne pas l'Organisation des Nations Unies dont les membres sont dévoués à la cause qu'ils servent et qui font ce qu'ils veulent. Il s'agit encore de manifestations diverses, des nationalismes qui se déguisent sous la couleur de l'entente bleue et blanche que leur donne le drapeau des Nations Unies. Je ne m'exclus même pas de la honte du double jeu
du double speak, comme disait Orwell dans son livre 1984. Je ne m'exclus pas de la catégorie des gens coupables. Je représentais en effet, j'étais porte-parole de la délégation française devant la télévision, devant la radio et devant la presse. Je vous donne un exemple de situation dans laquelle un homme pouvait se trouver. C'était une époque où il était question, où l'on avait adopté l'idée de l'armée européenne, et la France défendait ses positions en Tunisie, en Maroc, on ne parlait même pas d'Algérie, en disant qu'elle avait besoin de cette espèce d'arrière-pays pour l'armée de l'arrière, de la profondeur méditerranéenne et de ses territoires, pour soutenir l'armée européenne à laquelle elle adhérait. Et moi, j'ai défendu cette cause comme porte-parole de la délégation française sur laquelle je n'avais pas exprimé d'opinion. J'exprimais l'opinion du gouvernement français. Puis vient le gouvernement de Mendès France. L'armée européenne est enterrée par le Parlement. Il n'est pas question d'armée européenne. Et le même homme, c'est-à-dire moi, explique à 48 heures de différence pourquoi il ne faut pas d'armée européenne alors que je disais qu'il en fallait une, et pourquoi l'armée européenne n'était pas une notion acceptable pour la France. C'était une situation, je me suis fourni toutes sortes d'alibis à moi-même, que je fournis également aux autres représentants par là même aux Nations Unies, puisque je ne m'exclus pas du blâme. Je me dis que je jouais le rôle de l'avocat des intérêts français, de l'avocat de la France, comme un défenseur et un avocat est dans un procès le défenseur de l'homme, qu'il soit coupable ou non, qui est obligé de défendre. Néanmoins, la tension nerveuse a été telle que je me suis aperçu au bout d'un moment que je ne tournais plus rond. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé. Soumis à la constante de cette espèce de contradiction idéologique entre ce que je ressentais et ce que j'étais obligé de dire, je subissais une pression, un stress dont je n'avais pas conscience. Un beau jour, je me souviens, Larry Le Sueur, qui était, je crois, l'intervieweur, le commentateur de la CBS, m'interroge et me demande qu'est-ce qu'on pense en France du président Eisenhower. Bon, je réponds, je crois répondre, et puis je rentre à la maison, c'est-à-dire la délégation, l'ambassadeur me dit « Romain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé une phrase, puis vous restez jusqu'à la fin la bouche ouverte et on a coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis vous avez parlé d'autre chose. » Et je me suis dit, j'aurais fait psychiquement, intellectuellement le chemin de ce que j'avais dit. J'ai consulté Larry Le Sueur. Je me suis aperçu que quand il m'a dit « Qu'est-ce qu'on pense du président Eisenhower en France ?» je me suis rendu compte que j'étais sur le point de répondre « We think that he is the greatest president in the history of golf ». Comme vous savez, le président Eisenhower était très porté sur le golf, il jouait beaucoup, et j'étais donc sur le point de répondre « Nous pensons que le président Eisenhower est le plus grand président de l'histoire du golf ». Et avant de le dire, je me suis arrêté l'instant de conservation, et je suis resté, j'ai dit « Nous pensons que le président Eisenhower est », et je suis resté comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Ça encore, ça a pu s'arranger au montage, comme vous arrangerez sans doute au montage ce que je suis en train de vous raconter ici. Mais il y a eu plus tard un autre incident qui était beaucoup plus grave et qui m'a rendu vraiment conscient de l'état d'épuisement nerveux dans lequel je me trouvais à force de ce double talk, de ce double speak. Nouvelle interview, j'en avais 2 par jour, et à la radio. Et je parle librement, sans me sentir gêné, puis je quitte la cabine, et je suis accueilli par Opno, dans la salle de conseil de sécurité, qui me dit Romain, on me dit que vous êtes devenu complètement fou, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors j'ai dit quoi? Je faisais mon laïus, je ne me souviens plus de quoi il s'agit, je crois qu'il s'agissait du coup de la CIA au Guatemala, qui avait renversé le gouvernement Arbenz. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était sur ce sujet-là. Et puis, au milieu de cette conversation en anglais, je me suis arrêté et j'ai dit en français, si tu t'appelais Yo de Poil, si tu t'appelais Var de Batignolles, et si tu jouais aux boules, je te dirais, comment vas-tu, boulevard de Batignolles?
Bref, je déraisonnais complètement. J'avais atteint un degré de tension nerveuse qui se manifeste, comme vous savez, souvent par le burlesque, où le monsieur, d'une manière tout à fait imprévue, prend un plat de spaghettis et le renverse sur la tête de son voisin. J'ai demandé immédiatement à quitter mon poste, ce que j'ai obtenu évidemment très facilement. Et je dois signaler que mon remplaçant, au bout de 2 mois, a fait une telle dépression nerveuse qu'on a dû l'évacuer sur un brancard. Moi, j'ai tenu 3 ans, ce qui prouve que j'avais encore du système nerveux. Et c'était très dur ces années de Nations Unies. Par exemple, j'ai écrit le livre dont je vous parle, qui est aujourd'hui hors circulation, qu'on ne peut pas trouver, qui s'appelle L'homme à la colombe, pseudonyme Fosco Sinibaldi. Eh bien, aujourd'hui, je ne le reprendrai pas, ce livre, parce qu'il est trop ironique, trop léger, trop comique. C'est beaucoup plus tragique que ça. On ne peut plus parler des Nations Unies sur le mode même voltairien, sur le mode simplement ironique. C'est devenu beaucoup plus tragique que ça. Ayant quitté donc les Nations Unies, j'ai suivi ma carrière normalement en écrivant toujours chaque fois que toutes les heures libres, je consacrais à l'écriture. J'ai continué mon œuvre, La tête coupable, les couleurs du jour, Le mangeur d'étoiles, pendant cette période-là. J'ai été nommé à Londres, où malheureusement je n'ai pas pu rester, j'aime beaucoup Londres, mais je n'ai pas pu rester parce que l'ambassadeur, qui était un très grand ambassadeur et que je respectais beaucoup, s'était reconnu dans le personnage d'une nouvelle que j'avais écrite. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas du tout, et j'avais écrit une nouvelle qui n'avait absolument rien de péjoratif sur un grand ambassadeur qui se découvre tard sur la vie homosexuelle. Je n'ai, je m'empresse de le dire, aucune tendance discriminatoire envers les homosexuels. J'ai simplement utilisé ce thème parce qu'il cadrait bien avec ma nouvelle, pour un certain effet dramatique que je recherchais, et cette révélation soudaine que l'homme a de sa nature profonde. Et cet ambassadeur, pour une raison ou pour une autre, s'est reconnu dans ce personnage. Il avait le même nombre d'enfants, il n'avait pas, comme par hasard, eu un ou deux postes que j'ai cités, bien qu'il ne se fût pas agi dans ma nouvelle d'un ambassadeur de France. Et il m'a prié de quitter le poste. J'ai donc quitté le poste, et c'est grâce à lui, d'ailleurs, je l'ai remercié plus tard, qu'ayant bénéficié d'un congé de longue durée, j'ai pu écrire Les Racines du ciel, qui m'ont permis d'avoir le prix Goncourt. Après quoi, j'ai été nommé consul général à Los Angeles. Je passe sur d'autres postes, d'autres fonctions, parmi lesquelles peut-être les plus intéressantes furent celles d'adjoint du directeur d'Europe au poste à Paris, qui traitait des questions de l'Europe de l'Est, donc des questions de démocratie populaire et des questions communistes, qui m'a beaucoup marqué en ce sens que plus jamais depuis je n'ai été surpris par aucune des actions internationales entreprises par l'Union soviétique. J'ai été ahuri de l'étonnement du monde au moment de l'invasion de Budapest. J'ai été stupéfait par l'étonnement du monde au moment du coup de Prague. Je ne comprenais absolument pas comment on pouvait douter d'une autre conduite de la part d'une doctrine rigoureusement suivie. Et je me suis retrouvé consul général à Los Angeles, qui était évidemment un poste extrêmement agréable. Je suis arrivé à Hollywood en 1956, quelques mois avant d'avoir le prix Goncourt pour Les Racines du ciel, et je suis resté jusqu'à la fin de l'année 1960. C'était un paysage sociologique très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et il y avait encore le culte des grandes vedettes de cinéma, la fabrication de grandes vedettes de cinéma par les services de presse, et je les rencontrais tous. J'ai rencontré les plus belles femmes de l'époque, de loin, mais enfin j'étais leur voisin de table au moins. C'était Ava Gardner, Rosalind Russell, Colette Colbert, Olivia de Havilland. Je dois dire que c'est une vie à la fois pour moi irréelle et réelle. Réelle parce que comme observateur, comme romancier, j'ai tiré profit de l'irréalité qui m'entourait pour en saisir le sens, et irréel parce qu'il est extrêmement difficile, lorsque vous êtes au centre de cette prodigieuse fabrication de rêves, comme fabrique de rêves qu'est Hollywood, de ne pas s'y laisser prendre soi-même.
J'étais consul général, j'étais à l'abri des tentations, parce que je n'étais pas mêlé à la vie professionnelle de ces gens-là. J'étais loin de me douter qu'un jour viendrait où je reviendrais à Hollywood comme auteur-scénariste. Et j'ai gardé, par exemple, des souvenirs qui sont en pleine contradiction avec les admirations que j'ai éprouvées. L'homme que j'ai admiré le plus pendant très longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'était Groucho Marx. Je peux dire qu'il m'a influencé comme écrivain. Je peux dire que dans le clown lyrique, dans le personnage de la Marne, par exemple, dans tout le burlesque que j'ai essayé de mettre dans les scènes du carnaval de Nice et ailleurs dans le livre, ce sont les frères Marx, et en particulier Groucho Marx, qui m'ont inspiré. Et j'ai donc fait une visite officielle à Groucho Marx, qui était un homme très différent dans la vie ordinaire de ce qu'il était à l'écran, mais qui cultivait son image comme tous ces gens-là. Alors il m'invite donc chez lui, j'arrive chez lui, très ému en quelque sorte, et plein de respect. Et comme d'habitude, ce qui irrite ces grands comiques, c'est qu'il suffit qu'ils disent n'importe quoi pour qu'on se mette à rire par une espèce de réflexe de Pavlov. Donc il avait décidé à montrer à me bafouer en quelque sorte, par sa méthode d'agressivité, de bafouer plus exactement l'image qu'il savait que j'avais de lui. Il me fait asseoir et il m'offre, par exemple, jusqu'où il est allé, je vous le donne tout de suite, il me fait asseoir et il m'offre des olives et il me dit, do you want an olive? Now this olive, not my wife olive, of course. Je veux dire, on ne peut pas être plus bête dans la plaisanterie, je n'ai pas besoin de traduire, est-ce que vous voulez une olive? Cette olive-là, naturellement, pas ma femme qui s'appelle Olive, s'appelait-elle Olive, je n'en sais rien. Et toute la conversation s'est déroulée au niveau le plus bas de la plaisanterie, telle qu'on ne la pratique même plus par les comiques troupiers du 19e siècle. Mais il le faisait exprès, pour m'exposer en quelque sorte à cette agression, pour voir qui j'étais vraiment. Je ne riais pas, je le prenais très calmement, je n'avais pas le réflexe de Pavlov qu'il attendait de moi, c'est-à-dire il fait une plaisanterie idiote et j'ai ri. Il m'a pris en amitié. Et il m'a invité à une première un jour, nous sommes allés à la première, et le vrai Groucho Marx est apparu soudain. Il passait donc pour entrer, il y avait à l'époque les grandes premières hollywoodiennes, il y avait des milliers de gens dans la rue, et il y a quelqu'un dans la foule qui lui crie « Hey Groucho, et ton cigare ?» Parce qu'on le voyait toujours à l'écran avec le cigare. Et Groucho se tournait vers moi et m'a dit « I hate their guts ». Je ne peux pas les blairer. Et il avait cette forme, l'humour de Groucho Marx, c'est pour moi très important, comme tout l'humour en général. Parce que l'humour est l'arme blanche des hommes désarmés. Il est une forme de révolution pacifique et passive que l'on fait en désamorçant les réalités pénibles qui vous arrivent dessus. Par exemple, dans l'humour juif est né dans le ghetto, parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'autre arme de défense qu'une certaine forme de rire tragique, dont on connaît l'exemple bien connu, qui a été mis à toutes les sauces. On trouve un juif victime d'un pogrom avec un coup de sabre à côté du cœur, on arrive à son secours, et on lui demande « Est-ce que ça vous fait mal ?» Et il répond « Seulement lorsque j'ai ri. Only when I'm laughing. » Ça a été mis ensuite à la sauce des Indiens, de Pont-Rouge, etc., mais c'est une plaisanterie dont j'ai vérifié l'historicité qui est née dans le ghetto. Et cet humour prenait chez les femmes, et prend souvent, les femmes extrêmement agressives. L'humour de frère Marx est agressif. Il est une contre-attaque. C'est un combat à l'arme blanche de l'humour. Il est plus pacifique, plus calme, plus gentlemanesque chez les Anglais, où il est également très puissant. Et il a retrouvé sa forme virulente, sa forme tragique et sa forme d'arme d'autodéfense en Amérique, grâce aux Juifs, dans la grande école littéraire new-yorkaise, dont nous avons connu 2 prix Nobel, d'abord celui de Saul Bellow, ensuite celui de Singer, et dont les représentants sont très nombreux, Malamud, Bruce J. Friedman, et sans oublier naturellement l'auteur du Complexe de Portnoy, Philippe Roth. Cet humour-là a apporté une contribution extraordinaire
au roman américain et également au cinéma américain, dont les frères Marx, Charlie Chaplin, bien d'autres, jusqu'à W.C. Fields, ont été l'expression. Je les ai encore connus, bien sûr pas Fields qui était déjà mort, mais les autres. Et c'était pour moi une curieuse expérience que de voir la réalité de ces gens-là et leur réalité à l'écran, c'est-à-dire leur réalité cinématographique. Il était également très prenant de voir comment une grande vedette est fabriquée à Hollywood, de quelles précautions elle est entourée pour qu'elle ne se compromette pas en livrant sa réalité au public. Et elle était entourée de gens dont le soin principal était de les empêcher de manifester leur véritable nature et de trahir l'image qu'on en faisait. Mais c'était déjà la fin. C'était déjà la fin. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais complètement en dehors du coup. J'étais en quelque sorte un voyeur de l'extérieur, puisque par toutes mes fonctions, ça m'a été constamment proposé, je ne pouvais rien faire avec le cinéma. Mais par exemple, je vous donne un exemple, Walter Wanger, qui est mort depuis, un producteur, qui s'est rendu également célèbre en blessant d'un coup de revolver l'amant de sa femme, John Bennett, et m'a proposé de jouer le rôle de César dans un petit film qu'il préparait qui s'appelait Cléopâtre. Ben, ce film, que l'on devait tourner pour $1 million, est devenu Cléopâtre des Zanuck, tourné à Rome pour $20 millions, avec, comme vous savez, Taylor et Burton. Eh bien, c'est à moi que Walter Wanger a rendu visite officiellement au consulat général de France en me proposant de jouer le rôle de César. Et ça m'est arrivé plus tard, lorsque Les Racines du ciel ont été tournées, on m'a proposé de jouer Morel. Il ne comprenait pas qu'on pût résister à l'attraction de Hollywood. Il ne voyait pas qu'un diplomate français, un consul général, pouvait se tenir en dehors. Il leur paraissait que le couronnement, c'était de pouvoir passer de leur côté.